remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Ah, il a pris une longueur d'avance évidemment, parce qu'il passait du bon côté, passe jamais par la bonne porte. Bonsoir, c'est un peu aveuglant. Je peux faire un petit sondage ? Permettez, parce qu'on est en fin de journée sur un thème qui n'a pas l'air extrêmement généraliste comme ça. Qui pense avoir déjà été victime de discrimination dans sa vie ? Bon, vous vous gourrez, vous êtes beaucoup plus nombreux dans la salle, mais vous ne le savez pas encore. Il ne faut pas me casser mon teasing, on vous montrera ça après. Et en fait, c'est l'ambition de notre propos. En fait, on a compris en venant qu'il fallait raconter des histoires, donc si Caroline le permet, on va improviser un truc qu'on n'avait pas prévu. Tout étant autour de l'audace, je vous propose une petite mise en abîme. Vous savez, la mise en abîme, la vache qui rit, qui a une vache qui rit dans son oreille, etc. La démarche du livre, à la base, est audacieuse. C'est-à-dire que Saïd Amouche, donc le fondateur Mosaïque RH, vient me voir parce que j'avais sorti un autre livre chez Autrement, et il me dit « Oui, je voulais te rencontrer parce que ton livre est excellent, je suis persuadé que j'en penserai la même chose dès que je l'aurai lu. » Et je voudrais écrire sur les discriminations, etc. Ah, très bien. Bon, alors je me renseigne. Moi, je ne connaissais pas grand-chose. C'était un peu comme sans doute une partie de la salle. Et puis, je me dis, en fait, il faudrait un bon éditeur. Et par un coup de bol, on se retrouve dans le bureau du pape, qui s'appelle Eric Vine. C'est le directeur des essais de la vénérable maison Gallimard. Et donc, j'étais très angoissé. Parce que moi, voilà, enfin, le livre, c'est un peu ma vie. Donc, c'est un peu comme si j'étais devant un Benoît XVI pour quelqu'un qui va à Lourdes tous les ans, quoi. Donc, j'étais quand même très inquiet. Et je me dis, bon, il ne faut surtout pas heurter, c'est un thème extrêmement sensible, donc je vais lui faire un discours bien rodé, et je lui ai fait à peu près ce que vous pouvez trouver dans tous les journaux aujourd'hui de très mainstream, tout ce que vous pouvez lire sur la diversité, il faut donner une chance aux autres cultures, etc. Quelque chose de très ronronnant, très lélifiant. Et puis au bout de 20 minutes, Vigne me dit, bon, pourquoi on est là ? Je dis, bah, parce qu'on voulait faire un livre, etc. Il me dit, oui, mais enfin, ce que vous me dites, je le sais déjà, donc ça ne va pas être possible. Et donc, moi, je m'apprêtais à partir parce que je voulais surtout pas insulter l'avenir. Et puis là, je vois le grand escogriffe qui est à côté de moi, qui met sa main sur l'épaule d'Éric Vigne, parce que alors, normalement, dans les codes, on ne doit pas faire ça. Hein. Et puis, il lui dit, tu sais, Eric, tu te trompes. Alors là, dans ma tête, je suis en train de penser que ma carrière est foutue parce que jamais on tutoie quelqu'un comme ça qu'on ne connaît pas et qu'en sortant, il va diffuser sur Facebook, ne bossez jamais avec Vincent Hédin, il a des mauvaises fréquentations, etc. Il lui dit, tu sais, Eric, tu te trompes parce qu'en réalité, la discrimination, elle concerne tout le monde, mais toi, tu t'en rends pas compte parce que tu as fait les bonnes études, tu es dans cette bonne maison qui n'emploie que des normaliens, etc. Et là, Eric marque un petit temps d'arrêt et puis dit oui, mais aussi vous êtes crétin, il fallait me dire ça d'emblée et puis on allait bosser ensemble. Donc maintenant, il faut revenir avec quelque chose de beaucoup plus exigeant et puis l'avoir fini dans 4 mois. Voilà, donc ça a été l'audace initiale. Le livre est sorti en début d'année, alors j'ai plus les chiffres, mais enfin on a dépassé les 10 000 ventes parce qu'il a lui-même fait preuve de beaucoup d'audace, c'est-à-dire miser sur 2 inconnus complets pour faire un livre à 3,50 €. Et ce qu'on va vous raconter en 10 minutes, c'est ce que raconte ce livre. Au début, donc, je vous disais, il y a un déni en France sur les questions de discrimination. Sinon, en réalité, d'après nous, vous auriez à peu près tous dû lever la main. Les seules personnes en France n'étant pas discriminées sont celles qui sont blanches, minces, hétéros, évidemment des hommes, entre 27 et 44 ans, puisque à partir de 45 ans, vous avez 7 fois moins de chances de retrouver un boulot. Et même maintenant, dans 11% des boîtes, passé 35 ans, vous êtes un senior, ce qui m'angoisse profondément. Mais on n'en parle jamais. On n'en parle jamais parce qu'en France, je parle sous le contrôle de Jean-Paul Delevoye, mais on a l'égalitarisme républicain. Et l'égalitarisme républicain, c'est un cache-sexe qui fait qu'on ne se permet pas de se poser ces questions. Pourtant, on est tous différents dans cette salle. Et donc là, je veux bien qu'on me remette ce très beau dessin. Voilà. Donc vous voyez ce qu'il dit, je ne sais pas si vous arrivez à lire au fond, mais c'est notre système d'éducation. Pour une sélection juste, tous doivent passer le même examen, s'il vous plaît, grimper dans l'arbre. Voilà. Et en gros, bon, donc on est une société de singes. C'est pas plus mal. Poisson rouge, ce serait un peu malheureux. Mais notre conviction, effectivement, c'est que la France, elle est peuplée de pingouins, d'éléphants, de poissons rouges. À côté, je pense que c'est un phoque et au bout, un chien. Et qu'on ne leur laisse pas la place, on les laisse sur le bord de la route, et que ça a, outre l'indignation morale, un coût économique énorme. On a commencé, nous, à le calculer, mais s'il y a des bonnes volontés dans la salle avec des cabinets d'analyse et d'audit, on est preneur. Mais voilà, notre démarche initiale, c'est de dire la discrimination, ça concerne tout le monde, à toutes les périodes de la vie, parce que déjà dans l'éducation, vous allez être victime de systèmes extrêmement sclérosants, et après dans l'insertion professionnelle, j'en parle même pas, mais ça je vais laisser plutôt Saïd vous expliquer concrètement ce qui se passe. J'ai pas de micro, Vincent, je vais te le reprendre. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est... Bravo Vincent.
Ce qui est extrêmement intéressant, c'est de positionner quand même le sujet avec une clé d'entrée transversale. À chaque fois qu'on parle de discrimination, on nous met une thématique spécifique. On va nous parler en fait des rapports hommes-femmes. On va nous expliquer à un moment donné qu'il y a un écart de salaire qui est manifeste en fonction des secteurs d'activité. Et puis on va oublier. Ensuite, on nous parle de la question en fait du chômage, chômage des jeunes, chômage dans les quartiers. On va nous parler ensuite du chômage des seniors. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'on nous parle de discrimination, en fait, on a le sentiment que c'est un sujet récurrent, un marronnier, qui est en fait tout le long de l'année présent dans la partie fait divers, et qu'au final, on ne se rend pas compte qu'on est tous discriminés. Parce qu'en réalité, finalement, si on prend la question en fait de la parité, on a 51% de la population qui est une population féminine. Si à ça derrière, on s'intéresse à la question en fait de l'âge, la première population la plus discriminée concernant l'accès à l'emploi, c'est, selon le Bureau international du travail, c'est les seniors. Plus de 45 ans en France aujourd'hui, on rentre dans cette catégorie de seniors. Et on a 7 fois moins de chances d'obtenir en fait un entretien d'embauche à quasi compétence égale. Ensuite, si on focalise un peu la question en fait sur les jeunes, on se rend compte que le chômage aujourd'hui, il tourne autour de 23% sur les jeunes et il monte à 20 points sur les jeunes des quartiers. Et on nous explique souvent en fait que les jeunes de quartier, s'ils sont au chômage, c'est qu'ils n'ont pas de diplôme. Faux, encore une fois, puisque on se rend compte aujourd'hui qu'un département comme la Seine-Saint-Denis produit 15 000 jeunes diplômés. C'est-à-dire qu'on est dans des logiques de chiffres qui sont complètement en fait différentes par rapport à la vision qu'on pouvait avoir dans les années 60, 70 ou 80 concernant en fait les populations qui sont d'origine sociale et qui accèdent à l'enseignement supérieur. Alors certes, on sait qu'ils accèdent de moins en moins aux grandes écoles, mais ils accèdent aujourd'hui quand même à l'université. Et ce qu'on avait envie de dire, c'est pourquoi ne pas faire un livre qui positionne finalement le sujet pour qu'enfin on puisse sortir du déni, qu'on comprenne qu'à un moment donné, en fait, c'est un sujet qui nous concerne tous, pour qu'on comprenne que derrière, il va falloir faire reculer les préjugés et les stéréotypes qu'on est tous capables à un moment donné de produire. Parce qu'en réalité, on est tous dans cette salle victimes de discrimination à un moment donné dans notre vie, parce que même si on a fait une grande école, même si à un moment donné on est bien né, et bien à un moment donné on va être face au marché de l'emploi qui va plutôt favoriser un jeune par rapport à un senior. Et c'est les statistiques aujourd'hui qui nous le disent. Donc si on n'est pas capable aujourd'hui de prendre conscience en fait de cette question, de ce phénomène de préjugés qu'on peut avoir de l'un par rapport à l'autre, qui génère et qui alimente des stéréotypes et qui au final construit finalement un phénomène de discrimination très forte, eh bien on n'arrivera pas à s'en sortir. Et la première chose qu'on dit dans le livre, on présente 6 portraits de citoyens français. On a une variété de portraits qui expliquent en fait comment, alimentés par un certain nombre de recherches qu'on a faites, des statistiques concrètes qui montrent à quel point aujourd'hui le phénomène est grave. Et ça, c'est la première partie de notre livre. La deuxième partie du livre, il permet en fait de donner un certain nombre de clés de compréhension. Et surtout, ce qu'on a voulu faire à terme, c'est de montrer en fait que les solutions, finalement, elles existent. Et qu'on a plein de solutions aujourd'hui en France qui permettent de faire en sorte que la discrimination recule. Parce que, comme le disait Vincent tout à l'heure, finalement, si on n'est pas capable aujourd'hui de traiter la problématique de la discrimination, il ne faut pas s'étonner que ça ait un impact sur la collectivité et bien sûr un impact économique. Alors, pour reprendre les mots de Jean-Paul Delevoye tout à l'heure, la discrimination, Senghor disait, je crois, un raciste, c'est quelqu'un qui se trompe de colère. Et il n'avait pas complètement tort. C'est-à-dire que c'est vraiment une pathologie du court terme, vous aviez évoqué ça tout à l'heure. Nous, notre livre essaye de vraiment montrer qu'il va falloir redonner un peu du long terme dans cette société où on est tous libres et égaux en droit, mais où en réalité, certains sont quand même un peu plus égaux que d'autres. Et donc, à la fin, on avance un certain nombre de pistes extrêmement pratiques. Je laisserai évidemment Saïd finir par son expérience personnelle pour montrer ce qu'on peut tous mettre en œuvre pour casser cette spirale qui est un vrai cancer social en réalité et pas seulement une aberration morale. Alors ça va être un travail très long. J'ai vu qu'aujourd'hui les politiques s'en sont quand même... ils ont pris une très, très, très belle ardoise, peut-être à raison. Peut-être, hein. C'est vrai qu'il y a un certain conformisme. Et d'ailleurs, notre classe politique elle-même est à l'image de ce qu'on décrit dans le livre. C'est-à-dire que si vous prenez l'Assemblée, c'est une Assemblée très très majoritairement mâle, à 78%, je crois. Enfin, là, ça a un tout petit peu changé en mai dernier, en juin dernier, qui a 56 ans de moyenne d'âge, qui appartient à des CSP extrêmement plus. Je crois qu'il reste un ouvrier et encore. Donc, évidemment, le politique doit jouer son rôle.
pour refaire des égos, comme disait Gambetta, parce que là je sais qu'en général chez Osons la France, puisqu'on peut se permettre tout, je voudrais vous citer Robespierre. Je sais qu'il a modérément bonne presse auprès des historiens, mais Robespierre prenait la devise française en disant l'égalité, c'est le pont qui nous permet d'aller de la liberté à la fraternité. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a ces problèmes de fraternité et de vivre ensemble, et qu'en même temps, on voudrait tous avoir nos libertés individuelles. Et on se demande pourquoi est-ce que les deux sont aussi antagonistes. En fait, nous, ce qu'on explique, c'est que c'est assez simple, c'est qu'il y a une vraie rupture dans le sentiment d'égalité et qu'il faut agir là-dessus. Donc, le politique, évidemment, il devra jouer son rôle en matière d'urbanisme, en matière d'accès au transport, d'accès à la santé, des politiques d'éducation diversifiées. Je crois qu'il y a un léger changement de ce point de vue-là, du point de vue du promoteur de la morale laïque, mais j'en sais pas plus. Mais ce qu'on voulait dire, c'est voilà, on ne peut pas tout attendre du politique parce que c'est un peu facile. Et cher Aude, dans le 4e de couve de votre programme, évidemment, vous citiez Kennedy en disant il faut que chacun soit l'acteur de ce qu'il voudrait qu'il soit. Donc ça veut dire que vous, déjà dans la salle, enfin, je pense que chacun doit faire un aggiornamento personnel qui est à peu près aussi dur que ce que nous montrait l'astrophysicien avec Galilée, à imaginer effectivement qu'on peut être discriminant. Et c'est un très très gros boulot. Hein. Einstein disait que c'est plus facile de briser un atome qu'un préjugé. Donc chacun doit jouer son rôle. Les politiques doivent jouer leur rôle, mais les entreprises aussi peuvent jouer leur rôle et doivent apprendre à oser. Et à côté de moi, et c'est pour ça que j'étais vraiment très très fier de faire ce livre avec lui, il y a 4 ans, il y a un ancien responsable de mission locale qui aurait pu avoir une carrière tranquille au ministère de l'Éducation nationale, mais qui a décidé d'oser et de monter Mosaïque RH. Et 4 ans plus tard, il a donné du boulot à 1500 personnes et je lui laisse vous expliquer comment en fait. Sur la question en fait des discriminations à l'emploi concernant les jeunes de banlieue, de quartier, de cité, de zones urbaines sensibles, enfin, on ne manque pas de qualificatifs. On se rend compte en fait que finalement il y a une espèce de potentiel humain naturel que les recruteurs ne peuvent pas en fait capter parce que finalement quand on regarde comment se construit une étape de recrutement, comment on fait un recrutement, on se rend compte que 60 à 70% des recrutements se font soit par cooptation, recommandation, soit par un certain nombre de clés qu'on nous a enseignées, c'est-à-dire apprends à faire une belle lettre, un CV, et ensuite tu envoies spontanément tes éléments. Et si on ne comprend pas ça, si on n'a pas appris ça, eh bien on est à l'écart de 70% du marché. Et ce que j'ai voulu démontrer à travers cette première expérience entrepreneuriale, c'est qu'on pouvait peut-être créer un cabinet de recrutement à but non lucratif qui avait pour vocation d'aider les recruteurs à aller identifier en fait des jeunes diplômés, qualifiés, disponibles, prêts à l'emploi, qui ne rencontrent pas forcément les bonnes voies pour pouvoir rentrer en contact avec un maximum de recruteurs. Et je crois que c'est important aussi de positionner ce sujet-là comme étant une action sociale mais économique. C'est-à-dire que l'idée, c'était de pouvoir aider ces entreprises à travers des plans d'action sur la promotion de la diversité, à travers des démarches RSE, mais surtout à travers en fait une vraie conviction de vouloir créer une valeur ajoutée en termes de potentiel humain dans l'entreprise, pouvoir identifier ces jeunes et les mettre à compétences égales dans les mêmes niveaux de compétition que d'autres candidats. Et on s'est rendu compte qu'en se posant en fait de côté et en essayant de réfléchir un peu différemment, on pouvait en fait générer des rencontres heureuses. Et depuis 4 ans et demi aujourd'hui, on s'est rendu compte que une boîte sur deux du CAC 40 nous avait passé des commandes et que grâce en fait, à ces commandes-là, on avait généré 5000 entretiens de recrutement et derrière, concrètement, ça fait 1500 personnes qui ont signé un contrat de travail dans ces grandes boîtes et pourtant on est passé par des périodes de crise et on n'en est pas sorti. Donc on voit bien qu'à un moment donné, on peut créer du changement en ayant envie de faire des choses un peu différentes, en ayant un niveau de professionnalisme et en essayant de co-construire avec son écosystème, les entreprises. Et je crois que ce qui était important, c'est de ne pas attendre que la puissance publique, à un moment donné, mette en œuvre des projets, parce qu'on voit bien que si on veut innover, on voit bien que si à un moment donné, on veut construire des choses un peu différentes, il faut penser différemment. Bon, voilà, on va pas faire trop long en fait. Eh ben c'est super, et merci beaucoup, bravo, et merci pour vos témoignages.